Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. Pourquoi travailler ? Pour gagner de l'argent ? Pour se réaliser ? Pour apporter sa pierre et faire tourner la société ? Simplement pour s'occuper ? Et d'ailleurs, que signifie travailler ? Quand j'ai liquidé ma start-up il y a quelques mois, je me suis retrouvé face à ces questions. Et c'est vrai que les réponses dépendent évidemment de la situation, mais aussi de la génération, de l'idéologie, du contexte. Alors je pense qu'on en est tous conscients, le modèle de travail est en train de changer profondément. Mais comment on peut se placer ? Quel choix on peut faire ? Et surtout pour moi, la question c'est qu'est-ce qui est le mieux pour notre société ? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'environnement, pour les individus ? Toutes ces questions restent évidemment ouvertes et dépendent de chacun, mais quand j'ai entendu Roger Su, qui est sociologue et économiste et qui se penche sur la question du travail depuis des dizaines d'années, je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a apporté quelques réponses. Dans cet épisode, on parle de la notion de travail, de son but, de ce qu'il apporte à l'individu et à la société. On parle de l'évolution du modèle du travail dans la société, qui passe d'une place centrale il y a quelques dizaines d'années à une nécessité économique peut-être aujourd'hui. On parle aussi de la production actuelle de richesse et du lien avec la connaissance. On parle de la notion de bien commun et, comme d'habitude, on parle du modèle de travail qu'on peut imaginer et qu'on peut construire pour le futur. Je suis très heureux de vous partager cet épisode. J'espère qu'il vous éclairera dans votre propre relation au travail et dans vos futures décisions professionnelles et personnelles. Bonne écoute. Bonjour Roger. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Je suis vraiment très heureux que vous soyez là et que vous fassiez partie des premiers invités. On va un peu parler de travail aujourd'hui, mais d'autres thèmes. Et je vous l'avais dit, c'est vraiment un thème auquel je discute beaucoup avec mes amis et auquel je réfléchis avec ma famille. Comment on se positionne face au travail, qu'est-ce que c'est le travail de nos parents, de nous en tant que jeunes aujourd'hui. Et donc quand je vous ai écouté parler au forum Changer d'air sur ça, sur l'engagement, sur l'évolution du travail, ça a été vraiment... Je me suis dit, il faut absolument qu'on discute. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et peut-être présenter ce qui vous a amené jusqu'à ici, et même peut-être qu'est-ce que faisait l'enfant Roger et pourquoi est-ce qu'il est devenu sociologue. Ah, ça c'est plus compliqué. Je pense que je suis venu comme beaucoup d'autres aux sciences sociales par l'intermédiaire de la philosophie. Okay. Parce que j'ai eu la chance, dans une scolarité très médiocre, de rencontrer un professeur de philosophie assez génial dans des années où on était post-68 et où la rhétorique marxiste et celle reprise par Louis Althusser autour d'une pensée structuraliste du marxisme a formé des générations et des générations. Donc, moi, j'ai fait partie de cette génération-là. Moi, j'y ajoute que, ayant eu quand même beaucoup de problèmes personnels dans mon enfance, les sciences sociales m'ont permis de mieux me comprendre, ou comprendre ma situation à l'intérieur d'une société qui était en pleine évolution, post-68, voilà. J'y reviens d'ailleurs dans mon dernier livre. Et donc... de pratiquer ce que les philosophes et les sociologues appellent de la réflexivité, c'est-à-dire de la réflexivité sociale, mais aussi de la réflexivité personnelle. Ouais. Donc ça a été la porte d'entrée. Après, les événements, on va pas s'étendre dessus parce que les événements ont fait que j'ai eu
pas mal d'expériences professionnelles très différentes de la faculté, Ok. Avec des échecs. Donc, je vais pas m'appesantir sur les échecs. Vos débuts de carrière Ouais. étaient un carrière dans le monde professionnel. Oui, à mon début de carrière, je peux bien le dire sans citer des noms parce que voilà, on sait pas, mais j'ai ma première ouverture, mon premier grand emploi était politique parce que j'étais passé par Sciences Po aussi et je pensais que l'idéal de la réussite, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais l'idéal de la réussite à l'époque, c'était aller au sommet de la hiérarchie sociale, d'aller du côté des pouvoirs publics, de l'ENA, et puis si possible du côté de l'élection et du gouvernement. Voilà. Okay. Et j'ai eu la chance de tomber sur une très haute personnalité comme assistant. Et comme ça n'a pas marché, ça m'a appris beaucoup de choses. Vous savez, on apprend, comme on dit, plus de ses échecs que de ses réussites. Donc, comme ça n'a pas marché, ça m'a quand même beaucoup interrogé sur pourquoi ça n'avait pas marché alors que tout le monde pensait que je deviendrais député, ministre, je sais pas quoi, etc., etc. J'avais des amis qui m'enviaient beaucoup. Puis après, j'ai eu d'autres expériences professionnelles. Je passe rapidement. Il y en a une aussi que je peux signaler parce qu'elle m'a quand même bien aidé, bien conduit. Je peux en signaler deux, puis après on arrête sur la bio. Hein. Il y en a une, ça a été de diriger un secteur à la Sofres, vous savez, un institut de sondage, des études sociologiques. Ah bah oui. Et donc ça a été très formateur. Ouais. Parce que quand vous faites des sondages, d'abord vous êtes en relation avec des clients sur des questions. Moi, c'était plutôt du marketing public, bien sûr, du marketing social. Donc voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses et en particulier j'ai appris beaucoup à m'en méfier surtout. Donc je trouve qu'aujourd'hui la rhétorique sur les sondages elle me paraît totalement aberrante pour tout vous dire. Et dans une période de mutation, les sondages me paraissent de très mauvais instruments pour essayer de construire les choses. Mais bon, on reviendra sur cette question si vous voulez, parce que je pense que voilà, les sondages sont bien pour enfoncer des portes ouvertes quand elles restent ouvertes, mais quand elles se transforment, c'est plus compliqué. Et la deuxième forme d'expérience professionnelle, professionnelle, on peut dire, même si c'était plutôt pendant les loisirs, j'étais assez sportif, donc j'étais moniteur de voile, j'étais moniteur de ski, j'ai encadré les centres de vacances et tout. Beaucoup de feeling avec les enfants, etc. Et ça, la question de la transmission était omniprésente et je me rendais pas compte d'une certaine façon que c'était pour moi une facilité et quelque chose que j'aimais bien. Voilà, transmettre et puis on me reconnaissait un peu ce talent. Vous savez, on définit le talent par ce que les autres pensent que c'est un peu difficile ce que vous faites et vous apercevez pas que c'est difficile. Donc ça, c'est que vous avez une sorte de petit talent, je dirais modestement, dans le mode de transmission avec les enfants. Et quand j'ai eu une ouverture par un collègue qui avait suivi les mêmes séminaires de mon maître qui s'appelait Joffre Dumasdier, qui a écrit peut-être le plus grand best-seller de la sociologie, vendu des millions et des millions d'exemplaires, sous le titre Vers une civilisation du loisir, traduit en 35 langues, enfin, etc., etc. Donc j'ai eu ce maître-là, et un collègue à l'université qui à l'époque s'appelait Paris 5 m'invite à faire un cours parce que le Dumasdier en question m'avait confié la rédaction mon premier livre qui est un petit que sais-je. Et vous savez, un que sais-je pour un tout débutant. Je ne connais pas ce que c'est un que sais-je. Un que sais-je, vous savez, c'est ces petits formats résumés sur des thématiques aux presses universitaires de France. Oui. Okay. Voilà, comme la collection Repères à la découverte. Enfin, voyez, c'est des petites sommes. Voilà. Okay. Et donc, voilà, j'ai fait ça et voilà, j'ai mis. Ça, c'était votre premier pas dans la sociologie. Ouais, j'ai mis dans la sociologie académique parce que. Oui. J'étais assez fasciné par ce Dumasdier qui prenait la question justement à l'envers du travail. Pour penser le travail, il le pensait à partir plutôt du loisir. À l'inverse de son maître qui s'appelait George Friedman. Et du coup, moi, ça me parlait beaucoup parce que j'étais plutôt de ce côté-là et donc je suivais ces séminaires au CNRS.
voilà, et on a eu une sorte de compagnonnage, j'allais dire presque de petit frère à grand frère, vous savez, voilà, et Des choses qui ça a énormément compté pour moi, et en plus, lui, il était professeur à Paris 5, il avait été maître de recherche au CNRS, et puis il était professeur à Paris 5, et donc, je pense que ça m'a facilité mon insertion à l'université, d'autant que j'avais déjà tous les titres, puisque ayant pas été un bon élève, j'avais accumulé tous les titres universitaires possibles. Après Sciences Po, j'avais fait un doctorat d'État en sciences politiques. Enfin, voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc vous avez passé finalement c'est à partir de ça cette carrière en tant que professeur. Oui. Et à partir même dans le monde de la recherche en sociologie, c'est ça? Oui. Du côté des sciences de l'éducation aussi, puisque c'était bien, ça correspondait bien à la question de la transmission, voilà. Mais la question de la sociologie. Vous m'interrogez sur le fait du titre de socio-économiste. Mais ça, c'est parce que j'avais été passionné par l'économie, notamment à Sciences Po. Ok. Et je considérais qu'on pouvait pas faire de sociologie sans faire d'économie, et je considère toujours ça. Je considère que de ce point de vue, les études sociologiques devraient tout à fait se rénover vers des sciences sociales beaucoup plus larges, mettant en jeu l'ensemble des disciplines sociales. D'ailleurs, on va vers ça, mais l'économie est très 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 importante. On peut pas réfléchir la société aujourd'hui ou avoir un discours sur la société uniquement avec une symbolique à la Bourdieu sur une économie du signe et non pas une économie réelle. Donc l'économie du signe c'est très important, bien sûr, mais l'économie réelle c'est non moins important, et surtout quand elle est en train de se transformer. Je crois que c'est un peu l'objet de votre tout à fait. Avant de partir sur cette question justement, donc finalement ce que je conclus c'est ce qui vous fait vibrer dans votre travail, c'est la partie donc cette recherche sociale et sur la sociologie et sur l'économie. Et en fait, je comprends aussi que ce qui vous fait vibrer, c'est la transmission et le loisir, la voile, le ski. Aujourd'hui, si vous devez ouais, non, enfin, c'est d'essayer de mettre du concept, ouais. Hein, donc des mots sur des transformations qui me paraissent être fondamentales, ou ce que les Américains appellent des méga trends. Ouais. Donc, on me taxe souvent de prospectiviste. J'ai pas du tout l'impression de faire de la prospective, mais être plutôt à l'écoute. Parfois, vous savez, on parle de signaux faibles, de signaux forts, j'en sais rien, mais à l'écoute de grosses tendances. Et pour moi, il y a des grandes transformations. Alors, tout le monde est plus ou moins d'accord sur les mutations, mais je pense qu'on ne tire aucune leçon, peut-être parce que il y a des divergences sur les causes, sur les analyses de ce que fait la mutation. Mais moi, comme sociologue, je pense que la question du lien social, qui est la question générique, enfin qui est la question fondamentale du sociologue depuis le 19e siècle, à partir du moment où on s'est dit que les sociétés étaient mortelles et que que les gens pouvaient s'entre-déchirer et que deux guerres mondiales le prouvaient. Donc cette question du lien social est une question essentielle. Et quand, au fond, le lien social se transforme, bouge, évolue, tout vient avec. Tout vient avec. Alors plus ou moins vite, d'abord parce que les transformations du lien social se font sur le temps long. Donc on voit pas pro. On voit un peu les choses un peu évoluer. Ah oui, on tolère l'homosexualité. Ah oui, là, ça, voilà, bon. Mais enfin, vous voyez, c'est en fait, on voit les évolutions du lien social sous des formes de mode. En fait, avant que le lien social peut se transformer profondément entre individus, mais avant que la société se transforme, il y a un long délai. C'est ça. Absolument. Remarque très juste, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, la transformation sociale s'est faite par la tête, surtout en France, par rapport à l'État, par rapport aux têtes pensantes, par rapport aux élites. C'est voilà. Donc, sauf pour la Révolution française, c'est une révolution bourgeoise, quand même une révolution d'intello. Voilà, à la Rousseau, à la Condorcet, tous ces gens-là. Bon. Mais dans une société d'individus, que votre remarque s'applique parfaitement, dans une société d'individus, c'est là d'ailleurs où est la difficulté beaucoup plus grande pour les gouvernants,
C'est qu'une société d'individus, les évolutions et les transformations, y compris fondamentales, viennent du bas. Et elles sont beaucoup plus difficiles à repérer parce que c'est quoi le bas et qu'est-ce qui fait unité et qu'est-ce qui fait que tout ça peut engendrer de vraies transformations dans les structures. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que quand quelqu'un signe un décret, quand il croit changer une société en signant un papier, ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus tout à fait comme vous voyez, ou quand ça se fait, comme ça a été fait par exemple si on prend la réforme des retraites, quand ça se fait, eh bien ça se fait souvent contre l'opinion. Et à un moment ou à un autre, ça se retourne parfois sous forme de révolte, et ces révoltes conduisent parfois à des formes de radicalité, d'extrémité qui nous pendonnaient, comme vous savez. Donc ne pas essayer de mettre en musique ce qui se passe à l'intérieur même de la société d'individus pour essayer d'en faire quelque chose, pas simplement d'une analyse sociologique, même si elle est utile, pas simplement une analyse économique, mais quelque chose qui passe par une forme d'intermédiation pour faire unité, pour qu'il y ait une sorte de consensus autour de la société civile. Je prendrai le terme de méso. Vous savez, souvent on parle macro, micro. Nous n'avons pas de niveau méso. Nous avons le niveau macro-politique. Qu'est-ce que vous appelez le méso? Alors le méso, c'est entre les deux. Ok. C'est-à-dire au fond, prenons ce qu'on appelle les corps intermédiaires d'une certaine façon, même si j'aime pas du tout ce terme-là parce que ce sont ni des corps et ils sont pas intermédiaires en plus. Donc, mais bon, voilà, c'est l'expression consacrée. Donc, gardons l'expression corps intermédiaire. C'est ça que ça veut dire. Ce niveau méso, qui est celui de la mise en forme de la société civile, ou de ce que certains appelaient tout simplement le contrat social avant qu'il devienne un contrat politique. Parce que je rappelle toujours que dans la doctrine du contrat social, dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le contrat social, c'est d'abord un contrat entre les pairs. PAIRS, c'est donc un contrat entre les individus qui vivent dans une société. Encore faut-il qu'ils aient des formes d'organisation qui permettent cette expression-là. Alors, vous voyez, on les cherche aujourd'hui. On voit bien, démocratie participative, oui, on va faire une convention par-ci, on va faire un truc par-là, on va redonner la voix au peuple, on va faire un référendum. Mais tout ça, ça ne structure pas dans la continuité une forme de permanence de la société civile. Voyez? Alors, non seulement c'est pas permanent, non seulement c'est au coup par coup, mais c'est selon le bon vouloir du macro. Macron, si vous voulez. C'est un peu ça. Excusez-moi du mauvais jeu de mots, mais du macro qui décide à quel moment on consulte, sur quoi on consulte et qu'est-ce qu'on en tire, globalement. Donc, si c'est ça la participation, franchement, c'est se foutre du monde. Donc, et à mon avis, donc ça nous font, ça n'est pas nul. Pas optimal. Il vaut mieux probablement ça que rien, vous voyez. Mais dire que c'est des formes, dans toutes les formes d'accollement au mot démocratie, c'est probablement le mot démocratie contributive que je pense être le plus intéressant. C'est-à-dire comment chacun peut effectivement jouer sa partition dans la démocratie et pas une fois tous les 5 ans en glissant un bulletin pour quelqu'un qu'on n'aime pas en plus. Ouais. Donc franchement, on n'en est plus là, et donc c'est ça. Donc voilà la question du méso. Et pour terminer et pour faire le raccord avec ce qu'on disait sur le lien social, pour moi, la transformation du lien social, on la voit à travers ce que vous êtes en train de faire. À travers tous ces réseaux, à travers toute cette horizontalisation de la société. On voit pas. Voilà, c'est ça. On le voit à travers ça. On le voit avec quelques têtes de pont dans les confédérations associatives ou dans les mouvements associatifs. Un peu moins avec les syndicats qui sont quand même, reprennent du poil de la bête uniquement. Lorsque c'est la rue qui fait la contestation et non c'est plus eux qui font le jeu, mais ils font le jeu de ceux qui, c'est ça. Donc ils sont plus leaders d'une certaine façon et donc le niveau méso est manquant par sa puissance, par son nombre, par sa représentation et surtout par ses institutions, parce que la société civile
doit se doter d'institutions comme le Conseil économique, social et environnemental, par exemple, mais bien d'autres, quoi. On manque de conseils intermédiaires, en fait, entre l'individu et l'État. Exactement. On manque, dans une société qui est une société d'individus, c'est une expression de Norbert Elias, sociologue allemand, d'une société dite de société d'individus, quand le mouvement va par le bas, il faut quand même que ce mouvement puisse s'organiser. Et moi, dernièrement, j'ai essayé de le penser, notamment autour, enfin, je ne sais pas si c'est ce thème-là, parce qu'on s'éloigne de votre thème initial, on va y revenir, mais j'ai essayé de le penser autour d'un renouveau de la citoyenneté. Ouais. Parce que qu'est-ce qui fait la citoyenneté aujourd'hui? Plus personne ne sait. Plus personne ne sait. Quand les gens votent plus, quand les gens ne font plus justement la citoyenneté à travers le travail, qui était le grand vecteur de la citoyenneté, il reste quoi de la citoyenneté? Est-ce qu'on peut y revenir après? Oui, je vous en prie. Pardon. Donc, en fait, on en a déjà un peu parlé, mais vous avez parlé de la Révolution française et on sait que le travail, le contrat social, le lien social évolue en ce moment, mais vous avez bien dit qu'il avait déjà évolué au moment de la Révolution française. Et en quoi a consisté cette révolution? Il a évolué avant la Révolution française est le moment symbolique et politique d'une évolution des mœurs et de la société qui lui est antérieure. Et dont, évidemment, le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, est évidemment particulièrement représentatif, mais on peut partir de la Renaissance, etc. Au fond, pour toute une série de raisons, va s'affirmer une catégorie nouvelle dans la pensée, qui est la pensée de l'individu. Ouais. Assez curieusement, l'individu n'existe pas dans la tradition. Il est noyé dans la communauté, où il n'existe que comme mode fonctionnel. Parce qu'il... Donc, avant ce moment-là, l'individu n'est pas vraiment n'existe pas dans la société. Il n'est pas vraiment un acteur, hein. Okay. Un sociologue comme Alain Touraine, qui nous a quittés, a fait tout son travail autour de l'individu comme acteur social. Il y a des raisons, donc. Et ça, l'individu n'était pas un acteur. Et ce qui se dessine autour du XVIIIe siècle pour toute une série de raisons, la moindre emprise de la religion, la transformation de la question religieuse du Dieu fait la nature à on va partir de la nature pour essayer de comprendre Dieu, donc on inverse complètement les choses, donc on va étudier l'homme. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Moi je l'ai appris en faisant un cours, en fait. Voilà, on s'apprend beaucoup en enseignant, comme vous savez, mais ce qui était pour moi, le grand virage du XVIIIe siècle qui va donner naissance à l'individu, le grand virage, ça a été le fait que on a inversé la question traditionnelle de la métaphysique. La question métaphysique traditionnelle était une question de pourquoi, à la saint Thomas d'Aquin, pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Et donc, comment comprendre les desseins de Dieu? Enfin, c'était tout le Moyen-Âge, c'est ça, hein, comprendre les desseins de Dieu pour savoir où on va, qu'est-ce qu'il faut faire, comment respecter, comment vivre ensemble, etc. Bref, tout ce respect, au fond, de cette liturgie et de cette structuration du religieux. Et science de la nature aidant, Darwin & Co., on a retourné complètement la question. On a inversé la question. C'est ça, les Lumières. On est parti, on s'est dit, mais partons de l'existant, parce que l'existant, lui, on peut le connaître. Il est là. Donc, c'est ce mouvement qu'on appellera après le mouvement de sécularisation. Ce mouvement de sécularisation, on tombe dans le siècle. Enfin, on est dans le mondain, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est dans le monde. Et on va partir des petites fleurs, des petits machins. On va en faire la description, la taxonomie, on va, etc., en se disant, en progressant vers l'abstraction, on va bien finir par comprendre comment marche l'univers et quels sont les desseins divins. Et vous voyez, cette inversion, elle va faire que on va s'adresser aux sociétés comme on s'adresse à la nature. C'est le grand travail de Rousseau. Donc on va partir de l'individu. C'est le grand travail de Rousseau. Et comment Rousseau, il parle de la nature, de l'inégalité parmi les hommes, dans la nature. Il parle de la nature pour l'appliquer aux hommes. Et pour dire, oui, c'est ça. Et pour dire, mais au fond, les hommes, c'est comme dans la nature, ils étaient isolés, ils étaient pas... Donc c'est une fable, totale. Ouais. Évidemment, il est complètement faux. Mais c'est une fiction
qui a provoqué la révolution. C'est quand même extraordinaire d'ailleurs. Ouais. C'est une fable, pas possible, qui a fait que tout d'un coup, l'homme dans la nature, il était l'égal du roi, il était un individu parmi d'autres, et donc du coup, c'est quoi cette supériorité dite de droit divin? Ça n'existe pas, cette etc., monarchie. etc. Vous voyez ce renversement. Donc, je termine là-dessus pour dire, au fond, le grand bouleversement, ça a été ça, c'est que du coup, l'homme est devenu un individu. Et L'homme est devenu un individu dans la société. Et à partir de là, vous pouvez penser des quantités de choses, parce qu'à partir de là, vous pensez les droits de l'homme, ouais. vous pensez la démocratie, Tout le monde participe à la société. vous pensez le marché, vous pensez les droits sociaux. Parce que l'individu, voilà. à chaque individu est associé une création de valeur égale et chaque individu doit participer. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, qu'on passe de cette civilisation religieuse à une civilisation du travail dans laquelle c'est le travail qui est au centre. Oui. Parce qu'en remettant l'individu, en fait, au centre, c'est... La formule de Max Weber, c'est un sociologue allemand qui a eu une formule, moi je la répète à l'envie, j'aurais vraiment aimé la trouver. De toute façon, qui est pour désigner ce passage de la tradition à la modernité. Il dit, nous passons d'une économie du salut au salut par l'économie. Ordinaire. Voilà. Très belle formule. Très belle formule. Voilà, qui montre comment, au fond, on passe d'une représentation métaphysique à une représentation physique, dans laquelle, voilà, la question des buts de croissance et de la manière dont le progrès va s'instaurer et comment on va le produire, voilà, ça va être la modernité. Et comment c'est uniquement cette idée générale, cette idée métaphysique qui permet de construire une civilisation du travail où on dit en fait tout le monde va travailler et le fait que tout le monde travaille, ça va faire qu'on participe ça va faire que tout le monde participe à cette démocratie. Comment on passe du terme de travail comme quelque chose de négatif? Non, au départ, oui, vous avez raison. Non, au départ, la question, c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, ça permet de relativiser la question du travail tel qu'on la conçoit aujourd'hui, parce que l'origine du travail n'est pas économique du tout. Ça n'a rien à voir avec l'économie. L'origine du travail, comme vous le dites, le travail était une valeur hyper négative. Donc, c'était des occupations pour faire un peu de mendicité et donner de l'argent aux pauvres, aux nécessiteux. Donc c'était ça. Voilà. Donc et le paysan, travail était complètement négatif. C'était négatif. Non, s'il n'était pas considéré comme un travailleur, il était considéré comme quelqu'un qui produisait d'ailleurs. Il était considéré comme pas grand-chose, parce que celui qui était le vrai producteur, alors qu'il ne faisait rien du tout, c'était le noble qui possédait la propriété. Donc l'aristocratie foncière considérait que la richesse venait de la propriété, et non pas du travail. D'ailleurs, pendant très longtemps, le travail des fermiers était totalement invisible, parce qu'il a été complètement considéré que, au fond, il ne faisait que mettre en valeur des choses qui, elles, avaient de la valeur. C'était la propriété foncière et la manière dont elle était administrée par l'aristocratie foncière. Donc c'était totalement invisible cette affaire-là. Même dans la physiocratie de quelqu'un comme le docteur Kenney, où on commence à voir qu'il y a quand même de la richesse voilà, mais ça n'est pas grand-chose. Voilà. Et d'ailleurs, on rate la révolution industrielle anglaise à l'époque. L'origine du renversement négatif-positif du travail, alors elle se fait évidemment dans le temps, mais dans un temps très court. C'est ça que je trouve extraordinaire. Elle se fait peut-être en moins d'un siècle, 50 ans, à peine 50 ans. Et la Révolution française y est pour énormément. Oui. Parce que la Révolution française, elle se trouve face à une contradiction majeure, qui est de comment on va faire vivre cette démocratie et cette république naissante. Ben pour eux, ils ont qu'un manuel, c'est le contrat social, ou c'est les représentations classiques de la démocratie depuis les Grecs, c'est à savoir la démocratie directe. Donc le peuple assemblé qui décide de tout. Sauf ça marche pas quand on est autant. Voilà, la France du XVIIIe siècle, ça ne fonctionne pas cette affaire. Ouais. Et en plus, savoir qui est citoyen est une autre histoire. Les femmes, faut se rappeler qu'il y avait 30 à 40% de domesticité. Alors les domestiques, ils votent comme les patrons, donc voilà, voilà. Donc la question même de la citoyenneté est très très compliquée. Donc on va faire mélanger tout ça en se demandant, après tout, comment on va pouvoir produire quelque chose dans lequel tout le monde, y compris les aristos,
Parce que la question, c'est Tout le monde au même. c'est de mettre tout le monde au même niveau sur une forme d'égalité formelle en tout cas. Donc qu'est-ce qui va pouvoir faire ça? Eh ben, ça va être de contribuer à édifier cette République. Et édifier cette République, ça veut dire contribuer à produire quelque chose qui est de l'ordre du progrès, de mieux l'organiser, et ça va prendre peu à peu des formes d'organisation du travail. Et la question du travail est d'autant plus valorisée à l'époque que le travail, au fond, symbolise les deux grandes valeurs cardinales de la République, liberté et égalité. Liberté parce que, au fond, on a la représentation smithienne de Adam Smith du marché, c'est-à-dire au fond une rencontre géniale, L'offre entre les... ouais, extraordinaire, voilà, qui s'ajuste parfaitement grâce à la main invisible, voilà, et une rencontre géniale entre l'offre et la demande. Donc, le travailleur est considéré quasiment comme à égalité avec l'entrepreneur ou avec celui du donneur d'ordre, voilà. Et d'ailleurs, au début, c'est un peu vrai parce que les gens veulent pas se laisser prendre par le salariat ni rien. Ils travaillent à la pièce, ils travaillent quand ils ont envie de travailler, quand ils ont besoin d'argent et puis pas autrement. Donc c'est pas du tout institué cette affaire-là. Donc il y a cette idée, il y a cette idée d'une relative égalité et d'une relative liberté. Donc le travail devient un espèce de Graal. Et quand on s'aperçoit en plus qu'il provoque ce que on appellera en économie l'accumulation capitaliste, c'est-à-dire que toute une part, alors là c'est des études de Marx, c'est ça, toute une part au fond de la richesse produite est épargnée ou tout au moins forme une plus-value qui elle-même va permettre les investissements futurs et l'enrichissement encore plus fort et le développement de l'entreprise. Et ben là, on va se dire, on a trouvé le Graal, quoi. On a trouvé le Graal jusqu'à cette idée qui va culminer dans les années 60 de la société de l'abondance. Voilà. Okay. Donc le travail, quasiment en tant que contrat social, tout le monde est au même niveau. Ah, c'est le travail. Mais vous savez, au centre vraiment de la société. Oui, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi nous avons des œillères. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi oui, parce que pourquoi on a des œillères? On a des œillères parce que notre société est fondée sur le travail, sur ses valeurs, et sur la structuration même du temps. Mm-hmm. Voilà. Sur cette représentation que toute la richesse dépend du travail, et en plus, politiquement, ça nous est répété à l'envi par toutes les élites qui ont intérêt à pérenniser ce système, qui est un système dans lequel permettent d'être encore politiquement aux manettes et de faire croire que voilà, c'est eux qui gouvernent et que le travail est la fin de tout. Voilà, travailler plus pour gagner plus, par exemple. Voilà, c'est le leitmotiv, mais on le retrouve partout, quoi. Absolument partout. La seule qui avait un peu ouvert la porte, ça avait été Martine Aubry. Précisément, je pense à elle parce que en fait, elle avait hérité de son père. Et moi, j'avais été dans les clubs de Lorient à l'époque, et son père avait compris que le temps choisi, la libération du temps, était une chose extrêmement importante aussi. Donc, à part la petite parenthèse Martine Aubry, franchement, voilà, même à gauche, la gauche a toujours été très mal à l'aise avec le travail. Est-ce qu'il faut libérer le travail? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de travail? Enfin, voilà. Mais le travail doit nous faire grandir, mais en même temps le travail. Oui, parce que il y a une lecture aussi, il y a des lectures contradictoires qu'on peut faire chez Marx. Hein. Il y a le Marx socialiste et il y a le Marx communiste. Donc il y a le Marx dans lequel il y a plus de travail, il y a le Marx au contraire où il faut travailler un maximum pour arriver à un niveau d'abondance tel qu'il n'y ait plus besoin de travailler. Donc il y a des formes de contradiction aussi dans la pensée socialiste, dont les socialistes ne sont pas sortis d'ailleurs du tout, à mon avis. Voilà, et ce qui d'ailleurs font que ils ont du mal à réanimer une idéologie intéressante. Donc nous avons vécu alors on a même parlé de religion du travail. Par rapport aux faits religieux, vous savez, d'entendre, il y a une religion du travail. Et le travail est au fond la manière séculière. Il y a une sorte de messianisme dans le travail. Hein. Chez Marx, il y a une sorte de messianisme chez le travail. Le travail va vous apporter le salut. Hein. C'est le salut par l'économie. Donc on disait de Weber. Et cette forme de représentation est tellement prégnante que on ne voit pas
des transformations qui font que le travail s'est complètement d'abord transformé et que la production de la richesse s'est complètement transformée. Le travail n'est plus au centre aujourd'hui. Et surtout que, non seulement il est plus au centre, mais une personne, un peu plus une personne sur deux qui travaille, qui fait à peu près 10% de son temps de vie éveillée. Donc moi, ça avait été la première statistique que j'avais sortie qui m'avait moi-même tout à fait étonné. J'ai refait les calculs 50 000 fois sur l'espérance de vie, sur etc. C'est 35 heures par semaine toute sa vie, ça fait 10%. Oui. Alors ça peut-être ça va changer un tout petit peu avec non, parce que l'espérance de vie continue à augmenter. Ça va annuler probablement le retard à la retraite. Donc le chiffre de 10%, en vrai. Alors on peut dire 11%, 12%, non, mais ça veut dire oui, mais on est dans un ordre de grandeur hallucinant. Vous voyez, et ça, moi, ce chiffre-là que j'avais pas prévu au fond quand j'avais fait le calcul, parce que je m'étais aperçu quand même que en un siècle la durée du travail a été divisée par 2. Donc j'avais essayé de comprendre au fond qu'est-ce que ça représentait dans un cycle de vie et pas simplement par rapport au siècle passé. Ouais. Et quand je suis arrivé à ce chiffre-là, je me suis dit mais bon sang. Qu'est-ce qui se passe pendant le 90% du temps des gens? Est-ce que, selon les bonnes lois de l'économie, ce sont purement des consommateurs idiots, victimes de la publicité et de la télévision, et est-ce qu'ils ne font jamais rien? Voilà. Donc pour moi, ça a été une période où je suis passé de la question du loisir, qui était au fond comment reproduire de manière agréable et élargie la force de travail, au fait qu'il y avait des formes, entre guillemets, d'activité et de travail pendant ce temps libéré, qui passait au fond par l'autoproduction. Vous savez, je rappelle toujours, quand l'INSEE s'est intéressé à ce qu'on appelle l'économie domestique, essentiellement féminine, ils se sont aperçus que c'était entre pratiquement la moitié du PIB. Voilà, le travail gratuit des femmes, quoi. Ce qui est le fond de l'autoproduction. Voilà. Quand on rajoute l'économie contributive qu'on fait, voilà. Quand on rajoute les associations, l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, vous faites le total de tout ça, vous arrivez au-dessus du PIB, quoi. Donc, même dans la production de la richesse, pas simplement dans la production du temps, même dans la production de la richesse, voilà, on est quelque part sorti de cette affaire-là, sans voir cette sortie, sans voir ce qu'il faudrait faire pour que, quand même, dans ces 90% du temps, il y ait du collectif qui permet quand même des formes de production collective, ce qu'on appelle aujourd'hui du bien commun, ou des biens communs, dont aujourd'hui tout le monde a besoin, à commencer par la santé, du lien social, l'environnement, enfin, tous ces biens fondamentaux existentiels qui sont écologiques. Vous voyez, là, ma réflexion rejoint au fond une forme écologique au sens où on prendrait l'écologie comme une science de la production des biens communs et des liens sociaux. Voilà, et à l'intérieur desquels sont les liens sociaux. Non seulement à l'intérieur desquels sont les liens sociaux, mais j'ai essayé de montrer comment le rapport de l'homme à l'homme était aussi un rapport à la nature. Dans ma définition du lien social, le lien social, c'est un rapport à l'autre, aux autres, etc., mais c'est aussi un rapport à la nature. Et le rapport d'association, on va peut-être y venir, et le nouveau rapport social qui est en train de s'instaurer dans une société beaucoup plus horizontale, dans cette société-là, évidemment, le rapport à la nature n'est pas le même. Il est même pas le même quand, par rapport, on parlait de Marx tout à l'heure, la nature est un capital à exploiter, et un capital gratuit à exploiter, même chez Marx. Donc, il y a une forme d'exploitation. L'exploitation de l'homme par l'homme renvoie à l'exploitation de la nature. La question de l'association, évidemment, positionne très différemment le rapport des individus à la nature. Aujourd'hui, du coup, comment se place l'individu et vers quoi on évolue, en fait? Comment le monde du travail va évoluer et comment moi je travaillerai ou mes petits-enfants travailleront?
Comment déjà, est-ce que c'est organisé aujourd'hui? Vous parlez d'association. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de parler du terme d'associativité, mais comment est-ce qu'elle est organisée? Vers quoi on se Alors, tend et vers quoi on veut tendre? vous savez, alors moi je suis pas Madame Soleil, mais en même temps, quand on essaye de réfléchir à la dynamique, il y a toujours il y a toujours deux branches. Il y a le tendanciel, disons pour faire vite le probable, Ouais. et puis de l'autre côté, il y a le souhaitable, on pourrait dire quoi. Et il vous échappe pas que le tendanciel aujourd'hui et le probable, si on raisonne à court terme, n'est pas très très favorable parce que l'idée est de maintenir l'ordre social du travail et donc l'ordre marchand parce que ça va avec. Hein. Ouais. Voilà. Déjà les fonctionnaires, on sait pas trop s'ils travaillent. Hein. Donc, mais voilà. Mais donc c'est pas. Enfin voilà. Donc d'où d'ailleurs ce discours hallucinant sur l'industrie. Alors tout le monde sait que l'industrie va être robotisée et que l'industrie est de plus en plus relève du tertiaire de plus en plus. C'est des cabinets, c'est de la recherche, c'est etc. etc. Donc, mais ce discours sur l'industrie, parce que là était le vrai travail où on mettait les mains dans le cambouis, là c'était le vrai travail, c'est Produisait quelque voilà, on produisait quelque chose, c'était concret et tout. Et donc il y a toute une idéologie qui ressort à travers l'industrialisme sur la question du travail aujourd'hui que je trouve moi totalement rétrograde, mais rétrograde comme c'est pas possible. La connaissance et la connaissance. Évidemment, Bien notre aujourd'hui, attendez, c'est pas si vous faites faire les choses là, vous enregistrez avec un ordinateur, voilà. Enfin, je veux dire, nous n'avons, en dehors de ce que nous désirons nous-mêmes par rapport à la nature, nous n'avons plus de contact direct avec la matière, ni voilà. Donc la numérisation de la société va se poursuivre, et je vous parle même pas de ChatGPT, etc. Donc voilà, on est très loin. Et en plus, la France est en retard, même par rapport à l'Allemagne, question de la robotisation. Donc, on est très loin. On a très peu de robots en France. Oui, on a peu de robots en France, alors que la vraie industrialisation passerait par la robotisation. Mais on continue à faire croire qu'on va créer des tas d'emplois. Mais personne, c'est vraiment un discours purement idéologique pour conserver, au bout du compte, cet ordre social qui fait que le travail, c'est une pyramide. Vous voyez, ouais. C'est une pyramide de travail. Et la question, au fond, de la hiérarchie sociale, elle s'ancre là-dedans, avec l'éducation, mais elle s'ancre dans cette question du travail. Et on veut absolument préserver cette forme d'organisation qui profite évidemment aux happy few qui gouvernent, soit dans les entreprises, soit dans le public, soit dans la politique, ou qui ont les métiers les plus prestigieux. Et au fond, voilà, comme le dit parfois mon fils, quand il m'écoute, il me dit « Papa, pourquoi tu veux spécialement scier la branche sur laquelle tu es assise ?» Donc, les gens qui peuvent réfléchir, au fond, cette transformation qui serait une transformation du travail auquel on va venir, n'ont pas très bonne presse. Donc, le tendanciel, c'est la marchandisation des grands secteurs de développement aujourd'hui. Donc, si on est cohérent, les grands secteurs de développement aujourd'hui, ils s'articulent sur la production de l'humain, globalement. Enfin, alors, ça veut dire quoi la production de l'humain? La production de l'humain ou de l'individu, c'est quoi? C'est son intelligence, son éducation, ses capacités, ses compétences, sa santé, son bien-vivre, son environnement, son lien social, sa manière de participer à la société, le sens qu'il donne à ses activités, c'est tout ça. D'accord? C'est tout ça. Ça, pour l'instant, ça, c'est moyennement développé, ou c'est développé essentiellement par le secteur public et un peu par la société civile elle-même à travers ses organismes sociaux, associatifs et autres. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe quelque chose que l'on voit tous les jours, c'est que le marché cherche à rattraper tous ces domaines, évidemment, de production dont il voit bien, par exemple, si on prend la question de la santé, tout le monde voit bien que ce qui va prospérer et ce qui va permettre un magnifique, quand vous regardez les labos pharmaceutiques, vous regardez les cliniques privées, vous regardez tout ce qui peut se faire en termes d'ingénierie de la santé, etc. Voilà, là, il y a des marchés absolument hallucinants. Prenez même la question de la génétique, qui aujourd'hui va être une question absolument essentielle dans la production de l'humain
au sens presque propre d'ailleurs de la production de l'humain, mais de la production de la nature, la production de la microbiologie, etc. C'est ça qui est aujourd'hui la production même de l'environnement. Et donc ça signifie quoi que toutes ces parties humaines sont pas encore intégrées? Enfin, comment est-ce qu'elles s'intègrent? Par exemple, vous avez parlé du bien vivre, de l'environnement. Comment on intègre ça? Eh ben, on essaye d'intégrer ça dans le marché. On essaye de trouver des entreprises qui peuvent faire que, moi, je vais laver plus blanc, ou en l'occurrence plus vert. Moi, je vais vous faire une meilleure éducation que cette éducation nationale qui fait faillite tous les jours. Moi, etc. Moi. Et moi, je vous fais du prothèse de la hanche, mais je vous fais pas du cancer. Okay. Parce que le prothèse de la hanche, moi, ça va me rapporter, mais le cancer, ça va me coûter. Okay. Donc, et puis surtout, on est face à ce qu'on appelle des biens communs. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'on est passé de la question du bien public à la question des biens communs, qui justement montre... Comment on distingue ces deux? En fait, il peut y avoir... ça peut désigner les mêmes choses, sauf qu'on avait une représentation du bien commun produit uniquement par le secteur public. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne tient plus. On voit bien que si les individus mettent pas aussi la main à la pâte d'une manière ou d'une autre, et ça nous amène justement à la transformation du travail, on n'arrivera pas à produire de la santé comme les gens le veulent, on n'arrivera pas à faire du lien comme les gens veulent, on n'arrivera pas à soigner l'environnement ou à ce que chacun fasse attention à l'environnement, etc. Tout ça, ça exige des investissements humains, des engagements humains qui ne relèvent au fond ni du public, parce que évidemment on arrive au bout quand même des prélèvements obligatoires avec une dette qui en Europe est une des plus fortes, etc. Et un prélèvement obligatoire qui est presque digne du Danemark. Je dis pas de mal du Danemark parce que le Danemark m'a beaucoup appris et j'y ai longtemps vécu. Mais on voit bien que on est au bout de ça. Ça doit venir de l'individu lui-même. Voilà. Et si on reprend l'hypothèse de la privatisation qu'on vient d'évoquer, vous voyez bien que on va être sous-performant parce que les entreprises elles vont prendre là où il y a de la rentabilité et pas là où il y a forcément du bien commun pour tous, et on va être dans la rupture d'égalité. Et je pense que ça interpelle particulièrement la France, et c'est un des domaines qui fait monter beaucoup l'extrême droite, pour relier à un sujet un peu plus politique, c'est parce que c'est un effet des Gilets jaunes aussi, c'est que il y avait dans la représentation citoyenne, ou la représentation nationale des Français par rapport à ce qu'est la France. La France est un grand pays, et c'est la France qui a un beau modèle social. Un beau modèle du service public. Oui. Avec des hauts fonctionnaires bien formés par l'ENA, par tout ça. Enfin, vous voyez, toute une technocratie qui était vue de manière critique, mais en même temps, qui pouvait être vue de manière positive parce que c'était fameuse économie mixte qui fonctionnait avec un service public très performant, la SNCF, etc. Non, n'en parlons plus. Qui fonctionnait avec un des premiers systèmes de santé au monde, avec des hôpitaux, des CHU qui étaient tellement en avance sur tout le monde, etc. Gratuit, voilà, gratuit. Et dans lequel, effectivement, il y avait, comme on le disait pour les services publics, une égalité d'accès, une égalité de traitement, et une égalité, au fond, de coûts. Dans l'éducation. Voilà. Dans l'éducation, la même chose. Et ça, à partir du moment où ça devient des biens essentiels, ça n'est pas seulement les seuls biens à produire, mais ça devient des biens essentiels, à partir de ce moment-là, au fond, notre économie se trouve dans une forme de contradiction. Et dans des livres anciens, je l'avais analysé, moi, d'un point de vue plus marxiste. Juste, il est 14h58. D'accord, on termine, alors, voilà, on va déborder, voilà. J'avais analysé d'un point de vue marxiste en laissant la question du lien social, en prenant, comme l'avait fait Marx, l'économie comme étant le moteur de la transformation sociale. Ouais. Et on peut le prendre comme ça aussi. C'est-à-dire dire, oui, aujourd'hui, moi seul, je trouve que ça fait fi de l'histoire, cette affaire, mais on peut se dire, aujourd'hui, il y a effectivement de nouvelles forces productives, l'économie de la connaissance, et des rapports de production à travers le travail et le privé qui ne répondent plus, qui sont incapables de répondre à ça. Okay. Et on est dans une parfaite contradiction par rapport à ça. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui qui se lance dans le monde du travail, justement, qui cherche à trouver sa voie, son sens, je sais que c'est pas forcément un mot qu'on apprécie, mais
Qu'est-ce que vous diriez de se diriger vers ce monde de la connaissance, vers la création d'un nouveau, vers quoi vous dirigez votre fils ou vers quoi quel conseil vous donneriez? Ça, il se dirige tout seul. Je dirais que je pense que il faut aujourd'hui aller vers des formes de travail polyvalentes. Alors, à la fois pour le travail stricto sensu et à la fois pour mettre la société civile au travail dans la production du bien commun. Okay. Donc, il faudrait que, à la fois, il y ait du travail qui ait plus de sens, qui soit plus en congruence avec la production des biens communs, et en même temps, il faudrait que ces biens communs trouvent une mobilisation à travers de la société civile, à travers ce que moi j'appelle le volontariat, et non plus le seul bénévolat, mais à travers le volontariat où chacun, au fond, on va pas obliger les gens à être volontaires, mais à les inciter à trouver des formes, ouais, ce sera un peu curieux, mais à trouver des formes d'incitation suffisamment fortes pour aller vers le volontariat, vers l'expression de cette production collective. Et ça, pour moi, en plus, ça a une vertu essentielle, c'est que ça produit de la citoyenneté. Ouais, du lien social. Du lien social et un lien social global, c'est-à-dire un lien social civique et citoyen. Faut jamais oublier que c'est le civique qui fait le citoyen, c'est pas le vote, c'est pas etc. Ça, c'est au contraire la concrétisation de ce que peut être le citoyen. Donc, faut d'abord former le citoyen. Et aujourd'hui, on a une opportunité, au fond, assez forte. Alors après, il faut trouver des modes de financement et tout. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais il faut trouver les modes qui permettent à ce volontariat de démarrer d'ailleurs très jeune, dès l'école, pour avoir cette culture-là. Moi, je l'ai vu au Danemark, c'est une culture du bien commun. Voilà, et absolument. Tout au long de sa vie, et donc il y a des quantités de tâches dans la connaissance, dans la production de la connaissance, dans la production du lien, dans la production même de la santé, même dans la production d'un certain nombre de biens sophistiqués. Quand vous prenez les gamers, ils sont capables de produire des tas de choses très sophistiquées pour la NASA, etc. Vous voyez, donc dans la société civile peut être très professionnelle au sens initial du mot profession, c'est-à-dire celui qui croit en lui, puis qui croit, profession. Ouais. Vous savez, c'est le même mot que le mot professeur. Ouais. Alors au fond, je suis à la fois professeur et professeur de profession. Ok. Voilà. Merci beaucoup Roger. Je vous en prie. C'était passionnant. Ouais. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!